Bonjour et bienvenue sur Plan B. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Stéphane Audran. Bonjour Stéphane. Bonjour Cyrus. Sois le bienvenu à nouveau. On va parler de biodiversité, de vie sauvage, Absolument. de milieu naturel et comment protéger tout ça à l'échelle française. Nous allons faire avec Stéphane une douzaine de propositions pour une meilleure protection de la biodiversité en France. Ce sont des propositions qu'on a élaborées en discutant avec des experts, en lisant des rapports divers et variés, en piochant ce qui nous semblait le plus pertinent. On a déjà fait la présentation qu'on s'apprête à vous montrer auprès de divers publics et on améliore au fur et à mesure des commentaires les propositions. C'est donc une démarche participative qui a vocation à rester participative. Donc n'hésitez pas, auditeurs, à faire des commentaires, à nous contacter pour en parler. Le but est d'animer des discussions et le débat sur ce sujet qu'on estime insuffisamment abordé dans le champ politique et médiatique, malheureusement. Or, c'est un sujet absolument clé, comme nous allons le voir. Sans plus attendre, Stéphane, je te propose de nous lancer. Oui, donc effectivement, pourquoi c'est important? Moi, je vais juste essayer en 5 minutes de vous expliquer pourquoi la biodiversité, c'est quelque chose dont on doit se préoccuper de manière vitale et pourquoi ce n'est pas juste un truc très accessoire. Alors, la biodiversité, déjà, c'est un concept qui est assez récent, même si la nature existe depuis très longtemps. En tout cas, avant, sur le plan philosophique, on parlait de nature. Et à partir des années 70, on a commencé à parler de diversité biologique et on parle de biodiversité depuis les années 80. Donc, ça fait une grosse quarantaine d'années qu'on parle de ça. La biodiversité, stricto sensu, c'est la diversité du vivant. Alors, diversité du vivant, spontanément, on pense, bah oui, il y a des espèces, il y a des orang-outans, il y a des léopards, voilà, on pense à cette diversité des espèces. Mais de manière plus précise, pour décrire la biodiversité, il faut garder 3 critères qui sont constitutifs de la biodiversité et une réserve. Le premier critère, c'est effectivement cette diversité des espèces. Il y a beaucoup d'espèces. Elles sont très diverses. Il y a des plantes, il y a des bactéries, il y a des mammifères, il y a des insectes. Tout en sachant que la diversité ne veut pas dire masse de vivants. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'espèces d'un certain règne qu'elles représentent une grande masse et inversement. Typiquement, dans la biomasse mondiale, les plantes représentent probablement plus de 80% de la biomasse mondiale et elles représentent 200 000 espèces sur les 11 millions d'espèces prédites. Donc, voilà, c'est pas parce que vous avez beaucoup d'espèces que vous aurez beaucoup de masse de matière vivante. Mais voilà, c'est constitutif. La deuxième diversité à laquelle on pense souvent beaucoup moins, c'est la diversité génétique. C'est-à-dire au sein d'une même espèce, il y a une diversité génétique. Et typiquement, il y a beaucoup de variétés de pommiers, beaucoup de variétés de blé, beaucoup de variétés de chiens. Donc voilà, cette diversité intraspécifique génétique, elle est très importante aussi pour les espèces, pour la pérennité des espèces. Et c'est constitutif de la biodiversité. Et puis, il y a la diversité des écosystèmes, puisqu'on a compris effectivement depuis une cinquantaine d'années que il y a des communautés d'êtres vivants qui se constituent dans un morceau de biotope donné avec un certain environnement, un certain sol, un certain climat, une certaine latitude. La biodiversité augmente au fur et à mesure qu'on s'éloigne des pôles et qu'on se rapproche de l'équateur, avec un pic de biodiversité vers les tropiques, parce que voilà, les conditions climatiques sont plus ou moins propices à un foisonnement d'espèces vivantes. Et donc, il y a une diversité des écosystèmes, et bien entendu, on ne peut pas prendre n'importe quelle espèce d'un écosystème et la mettre dans un autre écosystème. Et ça, c'est lié au changement climatique. Quand on modifie substantiellement les caractéristiques d'un écosystème, même si on touche à rien, on change tout dans cet écosystème, y compris pour la biodiversité. Donc, voilà. Et je vous le dis, donc ça, c'est les 3 critères, les espèces, l'intraspécifique et les écosystèmes, avec une réserve qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la nature a horreur d'être mise dans des cases. Et tout ça, ça reste des constructions intellectuelles humaines. Hein. Depuis le 19e siècle, on compte et on recense les espèces et on les nomenclature. Maintenant, on nomenclature les écosystèmes, on comprend mieux les relations systémiques au sein de ces communautés vivantes. Néanmoins, l'échelle d'études pertinente pour une civilisation extraterrestre, ça serait la biosphère, parce que pour l'instant, on n'en a qu'une. C'est la biosphère terrestre. Il y a une interdépendance de tous les écosystèmes et de toutes les espèces sur la planète, avec des boucles de rétroaction plus ou moins longues ou plus ou moins rapides sur la planète. Et donc, tout ça fait
le vivant sur la planète. Alors, je ne vais pas vous noyer sous les chiffres, mais juste quelques chiffres pour avoir en tête ce que représente la biodiversité. La biodiversité, alors, la bonne nouvelle pour l'instant, touchons du bois, c'est que le poids du vivant est stable, c'est-à-dire la matière organique sur la Terre. On estime que malgré tout ce que l'homme fait, on est toujours à peu près 600 milliards de tonnes de matière vivante sur la planète à un moment donné, tout en sachant que sur ces 600 milliards, il y en a à peu près 6 dans les océans. C'est-à-dire que c'est une caractéristique qui est importante quand on parlera des systèmes océaniques, c'est que les océans rendent d'immenses services aux écosystèmes. Ils ont un cycle de renouvellement de la matière organique très, très, très rapide, avec des planctons qui ont des durées de vie très courtes et qui se renouvellent très souvent. Mais du coup, ça représente pas beaucoup de masse. Ce qui veut dire que les océans sont fragiles. La biomasse terrestre, qui représente pratiquement 99 ou 95% de ces 600 milliards de tonnes, pour 450 milliards de tonnes, c'est des plantes. Et donc voilà, c'est vraiment les plantes représentent le gros de la matière vivante sur Terre. Les animaux ne représentent que 2 milliards de tonnes sur ces 600 milliards. Et dans les animaux, les humains représentent 0,06 milliards de tonnes, même si nous sommes une espèce vivante. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important la biodiversité? D'abord parce que nous sommes une espèce animale qui représente 0,01% de la biomasse. Et que donc, comme toutes les espèces animales, dans cet immense écosystème terrestre, on a besoin de respirer, on a besoin de manger 3 fois par jour, on a besoin d'eau douce et propre, et on a besoin aussi de matières premières, de médicaments, etc., etc. Et tout ça, c'est la biodiversité qui nous le fournit. Voilà pourquoi c'est important. Il y a déjà eu des extinctions de masse causées par l'activité biologique, notamment par la respiration marine, mais ça n'a jamais été aussi vite. Et là, on est dans un ordre de, on va 1000 fois plus vite que les extinctions précédentes. Pour l'instant, les services écosystémiques dont on a besoin tiennent. Le colza est encore pollinisé malgré le fait que les populations d'insectes s'effondrent. Mais ce qu'on commence à comprendre sur les écosystèmes, c'est que c'est le jeu de la tour de briques en bois. C'est-à-dire qu'on enlève des briques et on ne sait jamais exactement à quel moment la tour va s'effondrer. Mais les écosystèmes n'ont pratiquement jamais des diminutions linéaires de leurs services. Ils tiennent, ils assurent, parce que certaines espèces en remplacent d'autres. C'est ce que je vous disais, la biomasse reste à peu près stable dans la planète pour l'instant. Mais à un moment, on va arriver à des effets de seuil et ça va s'effondrer. On l'a déjà vu par le passé. On l'a déjà vu aussi sur des microzones où il y a des perturbations significatives, où les écosystèmes, parce que il y a une éruption volcanique, il y a un choc climatique, il y a un événement qui se passe qui crée une perturbation trop forte. On sort du domaine de stabilité de l'écosystème et il y a un effondrement sur un effet de seuil. Donc voilà pourquoi il faut qu'on s'en préoccupe, parce que si ça continue, on sera mort de faim bien avant d'avoir atteint plus 4 degrés sur le réchauffement climatique. Concernant les écosystèmes, ici on voit sur cette diapo la typologie que fait l'Union internationale pour la conservation de la nature des écosystèmes en France. Alors c'est la typologie très macro avec 6 grandes catégories: les systèmes agricoles, les écosystèmes marins et côtiers, les forêts, les milieux d'eau douce, donc ça inclut les fleuves, les lacs, les zones humides comme les tourbières, les nappes, les montagnes et les écosystèmes urbains. Donc voilà, ça parle quand même au sens commun. Tu parlais de services écosystémiques, tous ces milieux nous en rendent tout un tas gratuitement. Personne ne paye pour les services de régulation de l'eau, d'épuration de l'eau, de captation du carbone, de protection contre l'érosion côtière, de formation des sols que nous rendent tous ces écosystèmes. Et je crois que la première chose qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de la protection de la biodiversité en France, c'est que quand on regarde ces 6 grands ensembles d'écosystèmes, la totalité de ces écosystèmes en France évolue avec l'homme et sont des écosystèmes anthropiques depuis la dernière glaciation, c'est-à-dire depuis qu'il y a des gens qui sont revenus sur le territoire français quand les glaces se sont retirées il y a plus de 10 000 ans. Tous les écosystèmes évoluent par la main de l'homme. Les forêts françaises ont été faites par la main de l'homme, le bocage et les agrosystèmes ont été faits par la main de l'homme, les zones humides aussi ont été plus ou moins asséchées ou bien traitées par l'homme ou creusées des temps. Dans les montagnes, il y a eu des populations humaines, les villes, bien entendu. Voilà. Donc, tous ces écosystèmes-là, c'est nous qui les avons façonnés depuis des milliers d'années, plus ou moins bien. Depuis 200 ans, on les chahute extrêmement fort, mais ils sont dans nos mains. Et en tout cas, si on les abandonne, il se passera autre chose, mais qui ne seront plus ces agrosystèmes, ces écosystèmes qu'on a créés depuis quelques milliers d'années.
D'où l'idée, alors ça peut faire sourire de classer les villes comme des écosystèmes urbains. Bon, après tout, c'est en ville que vit l'espèce dominante sur Terre, mais surtout, c'est intéressant dans le sens où la biodiversité va offrir dans les villes des solutions dites fondées sur la nature pour s'adapter au changement climatique. Je pense par exemple à l'aménagement de plans d'eau, à la végétalisation des villes ou à l'aménagement de zones pour contrôler les inondations. Donc tout un tas de solutions fondées sur la nature pour adapter les villes au changement climatique, donc par exemple aux canicules ou au risque d'inondation. Donc il faut être sensible à ça, aux solutions fondées sur la nature, non seulement en ville, mais ailleurs aussi, pour à la fois atténuer le changement climatique en jouant sur la capacité de captation du carbone des sols et des océans, mais aussi pour s'y adapter en aménagement des infrastructures, entre guillemets, qui nous permettront d'atténuer les conséquences du dérèglement climatique. Un autre élément pour dire pourquoi il faut s'en préoccuper, c'est qu'au final, beaucoup de Français travaillent de manière assez directe autour des écosystèmes. Donc 3 millions de Français, on peut estimer, soit 10% des actifs, travaillent assez directement autour des écosystèmes. Bon, jusqu'à la révolution thermo-industrielle, donc on va dire jusqu'au milieu du 19e siècle, c'était quasiment 90% des gens. Donc les agriculteurs, les gens qui travaillaient le bois, les gens qui tiraient de l'énergie hydraulique ou éolienne, enfin, tout le monde était assez directement en contact avec la nature. On s'en est beaucoup détaché depuis, mais on n'en reste pas moins totalement dépendant. Donc on voit ici quelques principales filières qui travaillent, dont l'activité dépend assez directement des écosystèmes. Des activités qui peuvent aussi les endommager, que ce soit l'agriculture ou le tourisme dans les différents milieux naturels. Le traitement de l'eau, évidemment, est très dépendant de la qualité des eaux et donc des milieux. On va y revenir et faire des propositions pour voir comment traiter ces différents points. Avant de passer aux propositions, une dernière chose pour expliquer enfin pourquoi la biodiversité est en général un bon fil conducteur qui nous appelle à revoir beaucoup de choses de fond en comble et qui mériterait davantage d'intérêt. Bon, premièrement, c'est un sujet a priori qui parle à tout le monde. Tout le monde aime les plantes et les animaux et plus ou moins en contact avec cela depuis l'enfance. Deuxièmement, c'est un champ scientifique où il reste beaucoup de choses à découvrir. J'écoute des naturalistes comme professeur Bruno David, président du Musée national d'histoire naturelle, pardon. Ils ont des discours finalement empreints d'humilité, en admettant un peu ce que tu disais, Stéphane, qu'on est un peu dans l'inconnu, on découvre beaucoup de choses sur les effets de seuil ou les effets un peu systémiques de la perte de telle espèce sur d'autres espèces. Donc ça pousse effectivement à la modestie par rapport à tout ce qui reste à découvrir. Donc ça devrait motiver les gens qui ont soif de connaissances. Vas-y. Il y a un exemple qui est très parlant. On a catalogué à peu près 1,5 million d'espèces vivantes et on a prédit par échantillonnage et extrapolation qu'il en existait au moins 11 millions sur la planète. Donc on a cartographié bon an, mal an un peu plus de 15% du vivant, ce qui veut dire que pour 85% des espèces, on ne les connaît pas, donc on ne connaît pas leur dynamique propre, leur métabolisme. Alors on a des extrapolations, mais on a vraiment encore beaucoup à découvrir sur ces espèces. Et outre le fait qu'elles s'éteignent souvent plus vite qu'on ne les catalogue, on a effectivement cette compréhension qui est faussée. Et puis, on se prive aussi d'espèces intéressantes qui auraient pu produire des médicaments ou rendre des services alimentaires ou autres. Donc, voilà, c'est un champ qui est colossal pour la science. Et la science court derrière le dérèglement pour essayer de comprendre. La biodiversité est aussi un domaine où il y a des efforts peu coûteux qui valent la peine d'être lancés de manière unilatérale, c'est-à-dire sans attendre que le reste du monde nous suive, et qui sont assez rapidement récompensés. Donc c'est assez satisfaisant. C'est-à-dire, par exemple, si on fiche la paix un petit peu aux poissons, les stocks se reconstituent rapidement. Quand on adopte des pratiques agricoles respectueuses de la vie du sol, les vers de terre peuvent revenir en quelques années. Tout ça est relativement peu coûteux, alors sans vouloir opposer le sujet de la biodiversité à celui du climat, mais où voilà, les efforts climatiques et la décarbonation du système énergétique doivent être coordonnés à l'échelle mondiale. Les efforts qu'on fait aujourd'hui sont récompensés dans 20-30 ans, et c'est des efforts assez conséquents. Évidemment qu'il faut le faire.
Mais voilà, sur la biodiversité, de toute façon, les sujets sont liés aussi, puisque comme on l'a dit aussi, en s'occupant de la santé des écosystèmes, on s'occupe aussi de l'atténuation du changement climatique et de notre résilience face aux événements climatiques extrêmes. La biodiversité est un enjeu de souveraineté, alors surtout agricole, mais aussi un petit peu industriel. Alors souveraineté agricole parce que la biodiversité fonctionnelle, qu'on peut dire, vulgariser comme pour dire que c'est la biodiversité utile aux agriculteurs, donc le rôle du vivant et sa contribution à la fertilité naturelle des sols, permet de se passer davantage des intrants, produits phytosanitaires, engrais, dont la France est assez dépendante en termes d'importation. Ça permet un moindre travail du sol et donc une moindre consommation de carburant qu'on importe, etc. Un enjeu de souveraineté industrielle. On verra aussi. Pour l'industrie, juste on en parlera, l'agriculture a historiquement produit beaucoup pour l'industrie. C'est moins vrai depuis un siècle parce que le pétrole a substitué beaucoup de produits agricoles qui étaient utilisés. On pense que dans l'avenir, on aura aussi à nouveau besoin de cette agriculture de productions industrielles. On en reparlera. Sur le chanvre, par exemple, ou le lin. Donc effectivement, c'est un enjeu de souveraineté industrielle, tout comme le bois, où la France importe bizarrement beaucoup de produits forestiers, alors qu'elle a une forêt très vaste. On en reparlera aussi. C'est un enjeu de justice sociale avec, on va dire, une concentration croissante de la propriété, de la biodiversité entre de moins en moins de mains. Donc les terres agricoles et de plus en plus l'eau se voient financiarisées et acquis par quasiment une oligarchie mondiale. Donc Stéphane, c'est toi qui me montrais une étude du Land Coalition où en gros 70% des terres agricoles dans le monde appartiennent à 1% des propriétaires. Enfin, c'est un exemple. Alors tant que les richesses purement financières ou boursières, un peu abstraites, se concentrent entre de moins en moins de mains, bon, c'est embêtant, mais pas aussi vital. Là, on parle de la concentration de biens absolument vitaux et très tangibles et bien concrets entre de moins en moins de mains. La biodiversité et la vie sauvage sont une opportunité de recréer de la valeur et de l'activité à la campagne. Donc voilà, c'est ne pas voir que les métropoles comme notre Eldorado et notre levier de développement économique et de prospérité. C'est dans les campagnes et dans les milieux naturels que se joue au moins tout autant notre avenir, si ce n'est plus. Et enfin, la biodiversité est un enjeu englobant, assez structurant, qui touche à beaucoup d'autres choses, à l'éducation, qui touche à la santé, qui touche à l'énergie, puisque les milieux naturels sont aussi source d'énergie, qui touche à l'alimentation, bien sûr, qui touche au climat avec les enjeux d'atténuation et d'adaptation dont on a parlé. Bref, tout ça touche à notre sécurité. Peut-être pour s'arrêter sur la santé, un rapport qu'il y a entre biodiversité et santé, bien sûr, c'est que la perte de diversité des espèces pourrait nous rendre beaucoup plus vulnérables face aux maladies, puisque en perdant en diversité de plantes et d'animaux, les maladies vont de plus en plus se spécialiser dans le peu d'espèces restantes, c'est-à-dire nous et nos plantes domestiques et nos animaux domestiques, sans avoir d'autres plantes et animaux divers qui puissent faire tampon contre ces épidémies. Sachant que, de mémoire, une étude américaine avait montré que 40% des molécules utilisées en médecine aux États-Unis viennent du vivant, de plantes ou de micro-organismes. Donc, effectivement, en bonnes conditions normales, la biodiversité nous fournit plus de médicaments qu'elle ne nous rend malades et inversement. Ouais. Il y a encore une pharmacopée très riche potentiellement à découvrir dans les océans, d'où l'intérêt de ne pas racler les fonds de mer et acidifier, réchauffer l'océan pour pouvoir préserver ce potentiel de pharmacopée. Il y a beaucoup de liens entre le vivant et enfin, on est totalement tributaire et lié au vivant. Commençons par la première proposition. Alors, lancer un vaste programme national d'infrastructures vertes et de solutions fondées sur la nature. Un parallèle serait qu'après tout, on ne se pose pas la question de, entre guillemets, la rentabilité du vaccin ou d'investir dans des infrastructures routières. On le fait parce qu'en face, on se dit il y a évidemment des avantages en termes de prospérité. Donc, que ce soit des modèles subventionnés ou des modèles dans lesquels on investit, enfin, on y va. La nation se dit qu'on y va. Eh bien, il faudrait que les solutions fondées sur la nature soient vues de la même manière. Alors, tout ça fait écho
à des choses qui existent déjà, hein, les trames vertes et bleues qui existent déjà depuis un moment, les schémas de cohérence régionaux pour la biodiversité. Là, on est en train de dire qu'il faut passer à la vitesse supérieure avec beaucoup de solutions qui émergent ici et là, qui sont financées soit par les agences de l'eau, soit sur des fonds européens, soit par les collectivités. Donc, l'exemple des financements par les agences de l'eau est très intéressant parce que non seulement c'est des infrastructures dont on a besoin pour protéger la biodiversité, mais c'est rentable. Typiquement, quand les agences de l'eau financent des clôtures sur les berges des cours d'eau pour les protéger du bétail et de l'action mécanique qu'a le bétail sur les berges, ça coûte 5 fois moins cher que purifier l'eau en bout de chaîne. Donc, non seulement ça préserve la biodiversité et on recrée un corridor vert le long des cours d'eau, c'est bon pour un tas de choses. L'impact sur l'agriculture est quand même assez limité et il peut même être bénéfique sur le long terme. Et en plus, à la fin, on dépense moins d'argent pour purifier l'eau. Donc, voilà, ces infrastructures vertes, effectivement, on sait faire, on y a pensé, mais elles sont pas du tout, pour l'instant, mises en place à la vitesse qu'il faudrait pour faire face à la dégradation. Donc là, c'est ce que tu disais, il faut qu'on accélère très fortement le programme d'infrastructure verte nationale. D'autres avantages de ces différentes mesures, c'est aussi de lutter contre les risques d'inondation qui vont avoir des coûts énormes sur les infrastructures. Donc on est en train de dire, en quelque sorte, mieux vaut prévenir que guérir. Qui plus est, tous ces grands chantiers des prochaines décennies vont mobiliser une force de travail importante, des emplois qualifiés, non délocalisables, porteurs de sens, de la part d'écologues, de bureaux d'études, etc. Là, c'est un autre exemple de schéma, mais on vous invite à aller regarder dans les rapports de l'UICN qui documentent très bien les solutions fondées sur la nature, comme celles diverses et variées pour les risques liés à l'eau et aux inondations. On ne rentre pas plus que ça dans ce schéma-là. Allez regarder par vous-même, c'est assez bien documenté. On est en train de dire que ce qu'il y a à faire, c'est finalement accélérer ce qui marche et déployer à plus grande échelle les bonnes idées qui existent en formant les gens et en investissant dans ces solutions-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait par le passé. Typiquement, fin 19e siècle, la France plante massivement des forêts dans les montagnes pour limiter les dégâts liés à l'érosion, liés au ravinement, pour protéger les vallées alpines, en fait. Donc, on l'a déjà fait. Des fois, on l'oublie un peu, puis on s'y remet. Mais voilà, il faut sortir du tout béton dans l'infrastructure et revenir à des solutions un peu plus vertes. On passe à l'agriculture avec une autre logique qu'il faudrait changer, qui est, bon, on ne se pose pas la question de l'intérêt de sanctuariser des forêts riches en biodiversité ou de protéger des aires marines riches en biodiversité. Eh bien, il faudrait voir les terres agricoles comme telles, comme des espaces à sanctuariser, car abritant une vie riche, mais aussi vitale pour notre survie. Donc, sanctuariser les terres agricoles, donc pas touche, la société rurale par la même occasion, contre la spéculation foncière, contre l'artificialisation des sols, contre l'érosion des sols, par exemple par un travail excessif et un labour trop profond, et donc sanctuariser la biodiversité qui va avec et tous les services qu'elle nous rend. Il y a déjà beaucoup d'associations, d'organisations, des fonds de ferme agroécologiques qui vont dans ce sens-là, donc des bonnes pratiques existent. Terre de Liens fait justement beaucoup ce travail de prospection foncière pour aller acquérir des terres qu'elle sanctuarise et qu'elle confie à des exploitants qui s'engagent à préserver la terre dans le même état initial, voire à enrichir la biodiversité. Il y a d'autres opportunités comme en Belgique où des crowdfunding agricoles sont lancés pour en quelque sorte rendre les Belges propriétaires de leurs terres et que ces terres soient à nouveau, que les baux ruraux soient confiés à des exploitants qui préservent la vie du sol. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il faut juste passer à déployer à plus grande échelle les bonnes pratiques qui existent. Peut-être Stéphane, des compléments là-dessus si tu... Oui, je pense que la logique, en plus, face au changement climatique, c'est de se dire maintenir une société rurale. D'abord, ça limitera les flux parce que faire venir la nourriture de très loin jusqu'à des grandes villes, c'est moins efficace si on est en tension logistique ou énergétique que de consommer sur place ce qu'on produit sur place. Donc, maintenir une société rurale, c'est important, qu'on n'ait pas juste une grande plaine avec des machines et des drones qui la cultivent, parce que ça, sur le long terme, ça marchera pas. Et en plus, on peut avoir la conviction que
les agriculteurs qui travaillent leur propre terre et qui produisent pour une société rurale locale, entre guillemets, feront plus gaffe à ce qu'il faut en termes de pratique que si on laisse les terres à des salariés qui sont dirigés par des grands groupes agro-industriels qui n'ont qu'une idée, c'est de produire. Le bon exemple historique pour s'en convaincre, c'est la famine de la pomme de terre en Irlande. La famine de la pomme de terre en Irlande, qu'on dit causée par le mildiou, pendant toute cette famine qui a tué plus d'1 million de personnes, il y avait des exportations de blé qui partaient d'Irlande parce qu'elles étaient des exportations de blé des grands domaines fonciers britanniques qui étaient possédés par des aristocrates anglais qui pratiquaient une culture d'exportation. Donc les Irlandais mouraient de faim avec à côté des champs de blé gardés par l'armée. Bon, bah, protéger la biodiversité et la société rurale, c'est permettre à tout le monde d'encaisser les chocs à venir avec un sol vivant et une production qui va vers les gens vers qui elle doit aller, quoi. Ça fait écho à ce que tu dis, ce slide-là. Depuis 1950, 70% des haies ont disparu des bocages français. Ce déclin de la biodiversité va de pair avec une érosion de la société rurale. Donc, il faut bien comprendre l'enjeu quand les haies disparaissent, entre autres facteurs d'érosion de la biodiversité. Avec elles disparaît tout un tas d'espèces que ces haies abritaient et qui rendent des services en termes de fertilité naturelle. Donc, on voit que, sur le schéma de droite aussi qu'une fois qu'on a vraiment arraché toutes les haies, en termes de vie sauvage, il n'y a plus rien. Plus beaucoup d'oiseaux, plus beaucoup de vers de terre, plus beaucoup de hérissons, etc. Ce qui est intéressant, c'est que depuis les années 50, 70% des haies ont disparu et la proportion est à peu près la même pour les agriculteurs. C'est-à-dire qu'on a érodé à la fois le vivant et la société rurale qui faisait vivre cet écosystème, parce que le bocage, ça n'est qu'un écosystème qui est fait par la main de l'homme. Il n'existe que parce qu'il y a des gens qui font des haies, qui taillent des haies, qui entretiennent des haies, qui mettent des bêtes dans les champs. Et si on enlève les agriculteurs, effectivement, quand on les remplace par rien, il y a une forêt. Quand on les remplace par des machines, il y a des machines. Et il n'y a plus de vivant. Il y a un grand plan national de replantation de haies, mais le compte n'y est toujours pas. Non, on est à 10 000, je crois, on est à 10 000 kilomètres de plantation de haies par an et on fait moitié moins que ce qui est détruit encore maintenant. Il me semble que c'est un peu, on reverra, 10 000 kilomètres arrachés et 7 000 kilomètres replantés, sachant que ce qui est arraché rend bien plus de services écosystémiques que ce qui est replanté. Il faut 15, 30, 40 ans pour qu'une haie retrouve les mêmes services. Donc, des services de rétention d'eau, de briser le vent et limiter l'érosion du sol, d'abriter la biodiversité, ça met très très longtemps. Qui plus est, parfois, ces haies qui sont replantées, même dans le meilleur des cas, ne rendront jamais de bien grands services. Parfois, ce sont des haies assez étroites. Et puisque, de ce que je comprends, les incitations financières pour la replantation de haies sont liées à la longueur des haies, il suffit de planter des haies longues mais assez étroites pour les toucher. Et il n'y a pas de désincitation ou de sanction à l'arrachage de haies. Donc, je pense que effectivement, ces aides à la replantation sont, ça part de bonnes intentions, mais il y a effectivement, le compte n'y est toujours pas. Peut-être un détour justement pour vraiment un petit peu plus rentrer sur la vie du sol et la contribution de la biodiversité à l'agriculture. On va pas faire un cours d'agronomie, surtout que moi je suis pas qualifié pour ça, Stéphane un petit peu plus. Mais on parle vraiment ici de tous les services de régulation et de fertilité naturelle que rendent les animaux, les bactéries, les champignons. On peut citer un pilier majeur que sont les vers de terre, les anéciques notamment, qui creusent des galeries verticales qui permettent de transporter des nutriments vers le haut et vers les plantes, qui par le creusement de ces galeries augmentent la porosité du sol et sa capacité à retenir l'eau lorsqu'il y a des inondations et à relibérer l'eau lorsqu'il y a des sécheresses, donc qui permettent une meilleure résilience climatique des sols. On peut citer le rôle de tout un tas de petits animaux comme les colamboles qui décomposent la matière organique et la rendent mieux assimilable par les plantes. On peut aussi citer, alors tout ça, c'est des choses finalement assez connues depuis longtemps, pratiquées depuis des siècles et des siècles. On est un peu en train de redécouvrir, mais mine de rien, même à AgroParisTech et à l'INRA, il y a des gens qui se réintéressent à ce genre de choses qu'on avait un petit peu délaissées depuis longtemps. Et on parle en plus de techniques de conservation des sols et de techniques
on va dire, de semi-direct, donc qui se passent du labour et qui préservent mieux la vie du sol, qui existent à grande échelle dans un pays comme les États-Unis depuis plus d'un demi-siècle. Donc, ils ont eu dans les années 30 la catastrophe du Dust Bowl qui a un petit peu sonné les cloches et qui fait que beaucoup d'agriculteurs américains aujourd'hui pratiquent des techniques sans labour, avec par exemple des plantations d'interculture entre la récolte et le semis suivant qui permettent de couvrir le sol en permanence toute l'année. Voilà, il y a deux piliers vraiment, hein, c'est travailler le moins possible le sol et le laisser couvert le plus longtemps possible par des végétaux. C'est les deux piliers fondamentaux de ces démarches. C'est ça. Un vent d'espoir qui souffle dans ce monde concerne la symbiose mycorhizienne. Alors derrière ce terme, je parais un peu technique. Bon, on parle, et tu m'arrêtes si je me trompe, Stéphane, du rôle des champignons en termes de fertilité naturelle, avec le mycélium, donc un réseau de filaments des champignons, qui, par symbiose avec les racines des plantes, permettent d'étendre significativement la capacité par les racines des plantes à capter l'eau et les nutriments. Donc on est quasiment un peu comme dans Avatar, hein. Donc la biologie fascinante des sols. Et ça, alors c'est des choses qui s'étudient depuis, je pense 20, 30, maximum 40 ans, mais un espoir qui s'accroît quant vraiment au potentiel de la mycorhize pour fertiliser de manière naturelle les... C'est des choses qui sont comprises et qui sont pratiquées depuis très longtemps sur les légumineuses, donc tout ce qui est pois, trèfle et autres, parce qu'on voit les petites nodosités, donc il y a des petites mycorhizes sur les racines, et on sait depuis très longtemps qu'elles participent à la captation de l'azote par ces plantes-là. Et donc il y a des inoculants depuis très longtemps, et quand on fait de la luzerne ou du trèfle ou du pois, on met des inoculants et on s'assure qu'il y ait des mycorhizes et qu'il y ait ces symbioses qui se produisent. Ce qu'on est en train de découvrir ou de redécouvrir, c'est que ça peut marcher pour d'autres plantes. Et effectivement, c'est un espoir pour les cultures céréalières de pouvoir créer ou recréer des symbioses mycorhiziennes avec des céréales, ce qui diminuerait de beaucoup les besoins de fertilisation par ailleurs de ces plantes-là, ce qui limiterait encore plus le travail du sol, etc. Donc, il y a des choses qui sont très vertueuses, qui se mettent en place. Et tu as raison, chez les Américains, ils ont commencé plus tôt que nous, avec d'autres travers. Chez nous aussi, ça bouge quand même. C'est-à-dire qu'en France, il y a des techniques culturelles simplifiées qui se développent, il y a des associations qui travaillent dessus, il y a beaucoup d'agriculteurs qui travaillent. Donc, il ne se passe pas rien dans le sol agricole. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont en place. Ouais. Il y a une inflexion, clairement. On entend beaucoup d'échos du terrain disant que à tous les étages, on se réintéresse à la vie du sol depuis 5-10 ans, je pense, en France. Que dire d'autre? On peut parler des services de pollinisation, évidemment, rendus par les insectes. On peut parler des hérissons qui viennent bouffer les limaces, des coccinelles qui bouffent les pucerons, etc. Alors, sans dépeindre non plus un monde merveilleux où la biodiversité est tout en gentil, puisqu'il y a aussi les renards qui viennent bouffer les poules, les ours qui viennent s'attaquer aux moutons, les pucerons, j'en parlais, qui viennent dévaster des récoltes. Mais voilà, tout ça, c'est plutôt une question d'équilibre à trouver. Je vois aussi sur les forums des agriculteurs qui en ont marre des oiseaux qui viennent picorer leurs semis, qui sortent leurs fusils pour les dégager, qui pendent des cadavres d'oiseaux pour dissuader les petits camarades de venir. Bon, tout ça, on n'est pas en train de juger du tout. C'est pour dire l'affaire est compliquée. Et en attendant, c'est pas moi qui dois gérer les dégâts aussi causés par une partie de la biodiversité sur l'agriculture. Donc, c'est évidemment, on n'est pas en train de jeter la pierre aux agriculteurs. Il faut dire, c'est qu'il y a gérer des problèmes. Il y a des choses qui vont aller plus mal avec le changement climatique parce qu'effectivement, il y a des dérèglements d'écosystèmes qui feront que ça ira plus mal. Et par ailleurs, il y a des choses qu'on peut faire pour freiner ça ou pour les améliorer. Et typiquement, sur les espèces qui causent problème dans l'agriculture, qui soit des champignons, soit des insectes, soit des oiseaux qui vont venir bouffer des cultures ou les rendre malades, ce qu'on voit, c'est quand l'écosystème s'appauvrit et qu'il n'y a plus de prédation naturelle, il y a moins de régulation de ces espèces qui sont très opportunistes et très proliférantes. Moins il y a de prédateurs, plus il y a d'espèces qui s'attaquent à la culture. Donc, un écosystème en bonne santé, déjà, on va bénéficier de ces mécanismes régulateurs. Et le fait que les haies brisent le vent, elles vont aussi ralentir la dissémination de certains spores. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Et par ailleurs, le changement climatique va stresser les écosystèmes. Et un écosystème stressé rend les plantes plus vulnérables et favorise les espèces opportunistes un peu ravageuses
Et donc, on aura, rien qu'avec le changement climatique, de plus en plus de problèmes liés à des pullulations de certains oiseaux opportunistes, mais surtout d'insectes ou de champignons. Et donc, voilà, il faut qu'on agisse sur ces deux tableaux pour essayer de garder ces services, parce qu'effectivement, tu as raison, le vivant n'est pas que sympathique pour nous, quoi. C'est passionnant tout ça. Voilà, évidemment, on encourage tout le monde à aller plus loin, par exemple en allant écouter les conférences du professeur Marc-André Sellos, entre autres. Troisième Lisez proposition. le bouquin de Danhaye sur le sol. Ah oui, de Frédéric Danhaye, bien sûr, qu'on salue d'ailleurs, peut-être le meilleur journaliste de l'environnement en France. Troisièmement, faire de la transition agroécologique, on est toujours sur les sols, un objectif national cohérent, financé au niveau national, piloté au niveau local. Une urgence à débloquer absolument, c'est tout simplement lorsque des exploitants veulent se convertir à de nouvelles techniques agroécologiques, eh bien, il faut faire des investissements, il faut se former, il faut consentir à perdre un peu des rendements pendant quelques années avant que la transition soit mature. Tout ça demande des financements, tout ça demande des assurances, et il y a une carence à ce niveau-là. Des milliers et des milliers de producteurs qui chaque année veulent se convertir font face à des difficultés à se financer, avec parfois certaines banques privées qu'on ne citera pas qui ne jouent pas forcément le jeu. Donc, il y a vraiment besoin de référents nationaux. Bon, c'est pour ça qu'on met le logo de la Caisse des dépôts. Après, on peut imaginer d'autres investisseurs publics, mais des référents nationaux qui viennent dire, ça y est, moi j'ai compris, je trace l'horizon, je déclare nationalement que ça y est, on y va, on va investir massivement dessus, on donne de la confiance à cette transition, on la crédibilise, on y met les moyens. Donc tout ça actuellement, c'est pas encore assez affirmé. Hein. Il y a une inflexion, mais là, ça y est, c'est aller en mode économie de guerre. Hein. Bon. Alors, c'est intéressant parce que donc là, on est le 9 avril 2021 hein, pour les rediffusions. Donc hier, c'était la journée mondiale de la biodiversité et en ce moment, on renégocie la feuille de route française de la PAC, de la politique agricole commune. Et il y a des chiffres qui sortent sur ces transitions. C'est-à-dire que, alors on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est des ordres de grandeur. Les céréaliers disent, nous, si on s'engage dans vos trucs de transition agroécologique, ça nous coûtera 60-80 euros à l'hectare. Bon, leurs opposants disent non, non, c'est plutôt 30-40 euros de l'hectare. Une tonne de blé, ça rapporte à peu près 300 euros de prix de vente. Et on produit à peu près 80 quintaux à l'hectare, donc 8 tonnes de blé à l'hectare. Donc voilà, sur ces ordres de grandeur-là, on est à une production qui aujourd'hui rapporte aux céréaliers potentiellement un peu plus de 2000 euros de l'hectare de blé. 80 quintaux, ça fait 8 tonnes, 8 x 3, 24. 2400. Attends. On va se ne jamais faire de maths en public. En direct. Non, c'est 2400 kilos. Non, c'est 2 tonnes et demie à l'hectare. N'importe quoi. 80 quintaux. 2500 euros à l'hectare. Ça fait 8 tonnes. 8 tonnes. Ça fait 2400 euros à l'hectare. Le coût de la transition, c'est 80 euros. Donc, c'est pas rien parce que, effectivement, à la fin, ils n'ont pas des marges qui sont énormes. Mais en termes de prix de revient par rapport à la tonne de blé, ça reste quand même des coûts qui sont supportables, même en prenant les hypothèses les plus extrêmes des syndicats qui n'en veulent pas. Donc, il faut aussi qu'au national, on puisse se dire à un moment, c'est juste le truc qui nous fait manger, c'est quand même assez vital. On doit pouvoir financer ça et ne pas financer ça avec effectivement des tableaux Excel pilotés depuis Paris, mais s'assurer que c'est financé et géré localement pour que les gens puissent s'adapter localement. Typiquement, de manière cohérente, c'est ce qu'on disait, si on veut restaurer le bocage français, il faut que le machinisme agricole s'y adapte. Parce que pour une des raisons pour lesquelles on arrache toutes les haies, c'est qu'on a des parcelles plus grandes et aussi des parcelles où on manœuvre plus facilement avec des grosses machines. Ben, si on veut absolument restaurer le bocage pour que le système agricole français il résiste mieux au changement climatique, il faut aussi repenser le machinisme agricole région par région et ça a un coût. Voilà. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, en train de jeter la pierre à personne, c'est toujours plus facile 50 ans après les faits. Mais à l'époque, la sortie du bocage était aussi vue comme sortir du travail difficile du sol qu'ont connu les grands-parents ou même les parents. Aller vers la modernité, voilà, tout ça était attrayant. À l'époque, déjà, les 60-70, au lancement du remembrement, alors il y avait des pour, il y avait des contre, mais voilà, nous, on n'était pas là à l'époque. On est en train de voir qu'effectivement, ça crée des soucis aujourd'hui. Donc, on est en train
Mais je crois proposer qu'effectivement, de une des clés dévier pour plutôt que de jeter la l'acceptabilité, pierre. Voilà. une des clés pour l'acceptabilité, ce n'est pas de dire revenons au Moyen Âge, c'est de dire nous allons vers une nouvelle autre modernité et il faut qu'on la construise tous ensemble. Bien sûr. Et avec des modèles qui existent, qui font leurs preuves et qui aussi donnent, semblerait-il, du sens aux producteurs, hein, de retours que font des associations comme Pour une agriculture du vivant. Hein. Donc voilà, on n'est pas en train d'assommer qui que ce soit. On passe aux forêts. Plus de bois et plus de biodiversité. Alors là, Stéphane, tu vas t'attirer les foudres des anti-coupures de bois. Bon, non, il faut quand même savoir certaines choses, c'est que la forêt française est chroniquement sous-développée. Le bois qu'elle produit en amont ne répond pas forcément à la demande de l'aval de la filière. Bon, il y a un rapport de la Cour des comptes qui relève très très bien toutes les carences depuis 20-30 ans de cette filière. Elle est sous-développée, rien que pour donner un chiffre, il y a à peu près autant d'emplois dans le sciage en France qu'en Autriche. Bon, voilà, il ne faut pas être géographe pour se représenter à peu près ce que c'est que la forêt autrichienne par rapport à la forêt française. Donc, l'exploitation de la forêt est quand même évidemment en lien avec les questions de biodiversité. Il y a un grand enjeu qui est l'adaptation au changement climatique par alors diverses voies comme la migration assistée des essences, l'importation d'essences plus résilientes face aux sécheresses, la diversification des itinéraires sylvicoles, l'aménagement d'équilibre avec l'agriculture et le pastoralisme, mieux valoriser les métiers de la forêt, développer des paiements pour services écosystémiques, de même que ça se développe dans l'agriculture. Dans tout ça, un grand enjeu aussi, et Stéphane, tu rebondiras là-dessus mieux que moi, mais c'est aussi de mobiliser tous les propriétaires privés de petites parcelles. Et en fait, on parle là de la majorité de la forêt française. C'est-à-dire la majorité de la forêt française, elle est morcelée en petites propriétés de, je sais pas quoi, 5-10 hectares, voire moins, enfin, 1 ou 2 hectares. Ça, c'est la grande partie de la forêt française. Et cette grande partie est pas gérée, délaissée, pas exploitée, donc encore moins préparée au changement climatique. Donc ça, c'est c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Oui, il faut vraiment garder à l'esprit, c'est ce qu'on disait au début, que tous les écosystèmes français, tous ont été façonnés par la main de l'homme depuis la dernière glaciation. Et la forêt française, c'est ça. C'est-à-dire que la forêt française, les forêts anciennes en France, elles sont passées par plein de stades. Sous les Gaulois, le pays était très défriché. Puis il y a eu un enfrichement à la chute de l'Empire romain. Et puis on a redéfriché au Moyen Âge. L'Ancien Régime est arrivé à une crise du bois où on a coupé tout ce qu'on pouvait et on aurait pu mourir de plus avoir de bois en France si au 19e siècle on n'était pas passé par le charbon. Et puis, avec l'industrialisation, l'exode rural et l'abandon en fait de parties entières du territoire rural français, on a à nouveau une forêt spontanée qui est née, mais qui a un siècle et demi, 2 siècles par endroit moins. Ici, dans le Morvan, qui est un gros massif forestier, 40% de la forêt a moins de 100 ans. Donc, c'est d'anciennes friches agricoles. Et toutes ces friches-là, effectivement, souvent, c'est d'anciennes toutes petites propriétés rurales qui n'ont pas été gérées. La nature fait bien son job pour l'instant. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit pour la forêt, plus que pour n'importe quel autre écosystème, c'est qu'un arbre, il est planté là, il bouge pas. Et la sylviculture, depuis toujours, en France, climat stable, d'influence continentale et océanique s'équilibrant, c'est que la sylviculture, c'est le domaine de la prédictabilité la plus stricte. Une fois qu'on a pigé les caractéristiques d'un sol forestier, on sait quel arbre va y pousser, quel arbre n'y poussera pas. Et donc, on plante l'arbre et modulo les accidents climatiques qui étaient rares, on savait que 170, 200 ans après, on aurait tel arbre. On aurait le merisier ici, le chêne ici, l'aulne ici. Donc, ça, c'est quelque chose qui change parce que le climat change tellement vite maintenant. Les chocs vont être tellement forts, les remontées de parasites aussi sont tellement fortes que la forêt ne s'adaptera pas toute seule. C'est une des quasi-certitudes qu'on a maintenant, qu'on regarde malheureusement l'inexorable révision à la hausse des scénarios de réchauffement et surtout d'irrégularisation du régime des pluies. C'est-à-dire que ce qui pousse maintenant ne poussera plus dans 30-40 ans. Et par ailleurs, les choix qu'on fait en sylviculture, une fois qu'on a planté l'arbre, bah, il est là pour 50 ans, 100 ans, 200 ans. On est supposé planter maintenant des arbres qui seront adaptés au climat de la deuxième moitié du siècle. Donc, voilà. On ne sait pas trop à quoi il ressemblera. Voilà. Et une des rares certitudes qu'on a en termes de gestion sylvicole, parce qu'on a vu les forêts méditerranéennes évoluer depuis quelques siècles, c'est qu'une forêt ancienne, bien installée, pour laquelle on maintient le couvert forestier,
elle est beaucoup plus résistante à un choc climatique qu'une plantation gérée par coupe rase et replantation. Parce que quand les arbres sont là depuis longtemps, ils créent leur propre microclimat, ils entretiennent, c'est ce qu'on disait, leur eau, leur sol, leur biotope propre. Et quand un choc arrive, les très vieilles forêts tiennent mieux que les forêts récentes ou les forêts de déprise. Donc, c'est un vrai enjeu massif pour la forêt française. Et effectivement, la société française, allant vers un changement climatique, vers peut-être un recul de la mondialisation, moins de pétrole, moins de matières premières, ne pourra pas continuer à se dire j'importe mon bois d'Europe du Nord, je vais chez, chez Ikea pour acheter des meubles avec du bois polonais ou russe. Il va falloir qu'on remette. Donc, on veut protéger la forêt française, c'est très bien. Il faut la protéger. Il faut savoir que juste s'asseoir, ça va consister à la regarder mourir. Donc, il faut planter des arbres et faire des choix de sylviculture. Et par ailleurs, il faut que la société française puisse produire du bois. Elle en aura besoin pour traverser le 21e siècle. Donc, ces défis-là, ils sont assez contradictoires en apparence. Et effectivement, comme tu le disais, dans un contexte où une grande majorité de la forêt française, c'est des propriétés privées, avec soit des petits propriétaires qui font rien, soit des grands investisseurs qui souvent veulent le jackpot et la cash machine rapidement. Et donc, au milieu de ça, il y a les forêts publiques, l'État qui de plus en plus gère l'ONF comme devant être aussi une cash machine. Donc, il y a vraiment des gros enjeux sur cette forêt française, à la fois pour la pérenniser, pour la rendre productive, parce qu'on a besoin de bois à transformer sur place en France et pas à exporter en Chine comme on le fait, parce qu'on exporte des grumes de chêne et après on rachète le parquet à nos amis chinois, ce qui est juste un peu débile, quoi. Et donc voilà, on a besoin de cette problématique de bout en bout, depuis la forêt jusqu'à la deuxième transformation du bois. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis deux propositions, à la fois adapter la sylviculture et adapter l'exploitation à la transformation du bois pour la rendre compatible. Un exemple très simple, globalement, en Europe, tout le monde a foncé vers le modèle d'Europe du Nord de l'exploitation du résineux avec des coupes rases et des scieries en cantaire. Parce que l'Europe du Nord a fixé ce modèle-là à partir de la Suède, à partir des grands pays scandinaves. Et donc, on est parti sur ce modèle-là, y compris en France, avec des belles réussites économiques, mais qui ont créé un certain type de sylviculture dont on voit les limites maintenant en France sur le terroir français. La France, c'est le pays du chêne, parce que ça fait des siècles que les Français, avec obstination, coupent les hêtres dans leurs forêts pour favoriser le chêne. On est un pays qui produit potentiellement beaucoup de bois feuillus. On est en retard sur l'industrialisation et la mécanisation de l'exploitation des bois feuillus. Les bois feuillus sont des bois lourds qui sont très intéressants pour l'industrie, mais il faut des machines spécifiques. Et objectivement, les bûcherons à pied, ça reste quand même un job difficile, mal payé, un des plus dangereux du monde en dehors de marins-pêcheurs. Donc voilà, il y a à agir sur toute la filière, depuis l'arbre jusqu'à sa transformation au national, pour que la France garde cette richesse qui est là. Effectivement, on a de la chance, on a des arbres, mais on sait qu'ils traverseront mal le siècle, donc il faut qu'on travaille sur cette forêt française et sur ce qu'elle produit. Il va dans tout ça falloir aussi élaborer de nouveaux modèles économiques et des nouveaux instruments financiers pour impulser tout ça. Bon, c'est le genre de choses que fait une association comme Sylvact, qui met en place des plateformes financières qui vont inciter, alors pas seulement une plateforme financière, mais aussi mettre en place une animation foncière locale qui consiste à repérer les parcelles qui sont soit à la vente, soit qui pourraient être à la vente, et progressivement regrouper ces petites parcelles en vue d'atteindre 5 hectares par-ci, 10 hectares par-là, etc., en vue d'atteindre à un moment une taille critique, donc une macro-parcelle de l'ordre de 1000 hectares avec tous les petits propriétaires privés, mais qui en face va générer un revenu suffisamment attractif pour que ces petits propriétaires se bougent. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on les exproprie et qu'on donne tout à un grand exploitant. Ça peut être des modèles de type associatif ou coopératif, etc. Mais en tout cas, il faut atteindre cette taille critique qui fait que les gens vont se bouger, parce qu'en l'état, ces petites parcelles sont souvent délaissées. Il y a des effets de seuil très forts sur la rentabilité des forêts. Ça joue effectivement sur les pratiques. En dessous de 2 hectares, l'irrégularisation des peuplements, ça sert à rien, parce que économiquement, c'est pas rentable. Donc, les gens qui ont moins de 2 hectares, ce qu'ils disent, c'est OK, je coupe mon vieux peuplement de friches qui vaut rien et je mets du résineux en. Si effectivement on les regroupe en groupement forestier, en association ou en échange foncier et qu'on a 20-30 hectares, là, ça vaut le coup de se dire OK, qu'est-ce qu'on y régularise sur mon mini massif? Quand tu arrives à une centaine d'hectares, tu peux commencer à avoir une personne à temps plein qui s'en occupe. Et effectivement, quand tu es autour de 1000 hectares, tu as un mini massif de production qui peut générer après de l'activité semi-industrielle tout autour. Donc, c'est ces effets-là qu'il faut qu'on atteigne sans déposséder les gens d'ailleurs. Hein. C'est vraiment des mécaniques aussi sociales très intéressantes.
Parlons de mer, avec un des principaux dégâts sur les mers qui est la surpêche. Alors, bon, c'est pas l'effondrement total sur les eaux françaises, puisque voilà, là, on va dire, on peut débattre sur est-ce qu'il y a une pêche durable ou pas, mais du moins dans les standards de l'Ifremer, effectivement, il y a une part lentement croissante des poissons pêchés qui le sont durablement, mais donc la surpêche est plutôt en recul, mais elle touche encore 26% des populations. Donc voilà, on est en train de dire là qu'il faut poursuivre la lutte contre la surpêche. Il y a un rapport parlementaire récent qui préconisait 27 mesures pour une pêche plus durable dans l'UE. Par exemple, des quotas de pêche programmés sur plusieurs années, l'obligation de la Commission et du Conseil européen pour justifier chaque cas où les quotas ne respectent pas les avis scientifiques. Donc voilà, c'est juste qu'il faut poursuivre, accélérer ce qui se fait déjà. On pourrait peut-être aller encore plus loin simplement en régulant la consommation d'espèces marines. Alors, ça va être soit rendre les quotas encore plus stricts, voire, Stéphane, je te laisse la responsabilité là-dessus, mais rationner la consommation de poissons. Moi, je crois que c'est un point sur lequel, malheureusement, il faut être préparé pour le 21e siècle. C'est-à-dire que face à des phénomènes, c'est ce qu'on disait, de seuil et d'effondrement sur les écosystèmes, on aura des situations de pénurie. Les situations de pénurie, si on veut les gérer de manière assez équitable pour la société, on a fait ça pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on sait faire, c'est le rationnement. Et il y a des pays comme la Grande-Bretagne qui ont plutôt bien géré le rationnement, c'est-à-dire de manière juste et équitable, et qui voyaient du coup sur le plan de l'alimentation une amélioration de la santé de leur population, malgré le rationnement, parce qu'il était juste et équitable et qui préservait la capacité de chacun, selon ses besoins, à avoir accès à l'alimentation dont il a besoin. Et je pense que sur les océans, c'est ce que je disais au début, hein, la biomasse des océans, elle est très faible, mais elle se renouvelle très vite. Donc, on a intérêt à la préserver parce que si on atteint un effet de seuil, on va tomber d'un coup de il y en a plein à il n'y a plus rien. Dans les océans, il faut le rappeler, les diatomées, qui sont des microalgues en suspension, qui sont presque rien hein, en termes de biomasse dans le monde, elles produisent autant d'oxygène que toutes les forêts tropicales réunies. Donc, c'est pas trivial. Quoi. Non, mais oui, cette préservation des océans et des populations, notamment de poissons et de choses que nous, on consomme, on a intérêt à le faire et on a intérêt à le faire de manière assez stricte. Et effectivement, je pense que entre l'option on pêche plus rien, comme on voit dans les documentaires sur Netflix, on n'en a pas besoin, on abandonne tout ça et on se lâche et on fait ce qu'on veut. La voie médiane raisonnable, c'est sans doute le rationnement, ce qui permettra de dire, écoutez, quels que soient vos revenus, vous avez une carte poisson. Et si vous êtes une femme enceinte, vous en aurez un peu plus. Les enfants en auront un peu plus. Les travailleurs de force en auront un peu plus. Mais les autres, quels que soient vos revenus, et même si vous avez envie de mettre 3 lingots sur la table, non, vous n'aurez pas un poisson en plus. Parce que la société française se contingente et se dit, voilà, on s'autorise tant de tonnes de poissons à la consommation. Et ça servira à rien de mettre les pieds au mur parce que vous êtes Bernard Arnault. Vous n'aurez pas plus de poissons dans votre assiette. C'est une question de préservation du stock. Et sur les océans, parce qu'il commence à avoir une sensibilité quand même sur la préservation de l'océan dans la population, je pense qu'entre guillemets, ça pourrait être un bon test de se dire, OK, est-ce qu'on peut mettre en place ce genre de rationnement face aux défis du 21e siècle pour se dire, pas l'appeler rationnement, quand même. parce que ça renvoie effectivement à la guerre. Mais effectivement, alors bon, non, je me suis un petit peu défilé tout à l'heure, mais je suis tout à fait d'accord avec l'idée, c'est-à-dire, déjà, dès lors qu'on accepte une croissance infinie dans un monde fini est impossible, il faut bien à un moment fixer des limites, tout comme on pourrait imaginer fixer des limites sur le poids d'une voiture, sur le nombre de trajets en avion, enfin fixer, bref, ce qui est viable. Le problème étant que, à la moindre idée même modérée de ce genre, c'est la levée de boucliers, oh là là, les Khmers verts, les ayatollahs, etc. Ce qu'on peut aussi un peu comprendre parce que les gens ont peur de dérives. Donc, effectivement, moi, alors, parfois je me dis, est-ce que il ne faudrait pas être partisan de attendre d'être dos au mur et dire, vous voyez bien, là maintenant, on n'a plus le choix, il faut y aller. Sauf que bon, il se peut que ce soit de toute façon trop tard. Une fois qu'on a tombé de dos au mur, c'est juste trop tard. Effectivement, sur cette question de poisson, je me dis, en amenant bien la chose et en la définissant de manière juste, ça peut être le genre de... Enfin, pour se mettre un peu dans ce mode de pensée-là, ce qui ne veut pas dire zéro poisson, mais de commencer à s'interroger sur ces niveaux de consommation. Et on n'est pas en train non plus de demander la lune, et en attendant la suite, de commencer par ça.
Je crois Je voulais que effectivement rebondir sur une autre, plutôt une bonne nouvelle que tu évoquais, qui est que sur cette question de poissons, mais aussi d'autres, on observe des effondrements de population, mais peu d'extinction totale. Ce qui veut dire qu'effectivement, une fois qu'on fout la paix aux espèces, les stocks se reconstituent assez vite. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais oui, encore faut-il le faire. je crois que sur cette question du rationnement, et c'est un petit aparté, il faut sortir de l'idée que le rationnement, c'est la mort de la démocratie. Et j'avais écrit un petit truc sur le rationnement britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Royaume-Uni a maintenu le rationnement de 1939 à 1954, je crois, de mémoire, très longtemps après-guerre, en maintenant le caractère démocratique de ces institutions. Et pendant toute la Seconde Guerre mondiale, il y a eu moins de 10 cas de censure de la presse par le gouvernement britannique. Il y a des débats à la Chambre qui étaient très agités face au gouvernement Churchill. Donc, c'est pas parce qu'on rationne qu'on devient une dictature nord-coréenne. Loin de là. Rationner dans une société démocratique où les élites jouent le jeu, c'est une mesure d'équité et de justice face à une difficulté. Donc, non, ça n'est pas parce qu'on veut rationner qu'on est des Khmers verts et qu'on va mettre des balles dans la tête à tous les gens méchants. Okay. C'est une mesure démocratique, le rationnement. Bon, sur le pétrole et les taxes très lourdes qui pèsent sur le carburant, bon, on ne peut pas vraiment appeler ça un rationnement, mais de fait, le résultat elle-même, c'est que ça nous pousse à limiter de manière quand même assez significative notre consommation de carburant et de ne pas nous retrouver aujourd'hui dans une situation où on serait en train de consommer en mode open bar et où on serait dans une situation de dépendance sur le pétrole qu'on importe en totalité. Tout à fait, tout en sachant que… C'est une mesure qui a été mise en place dans les années fin années 70, qu'on n'interroge même plus. Si, bien sûr, ça pèse dans le pouvoir d'achat de beaucoup de ménages français, mais je veux dire, il est, je pense, pas forcément souhaitable de ramener ces taxes à zéro et de se rendre dépendant avec aussi toutes les conséquences que ça aurait eu encore pire sur l'étalement urbain, etc. Enfin, où en serait l'étalement urbain s'il n'y avait pas eu cette taxe? C'est-à-dire, on aurait encore plus créé des grosses banlieues voilà, où on artificialise l'américaine. Il y aurait aucune incitation à l'américaine, voilà, il y aurait aucune incitation à maintenir des villes un peu denses et à limiter du coup le carburant nécessaire au déplacement. Donc voilà, c'est une mesure quand même qui, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler courageuse, elle nous semble juste maintenant normale, mais qui fait qu'on a adopté nos comportements et, à la limite. Je pense que ce qu'il faut dire sur ces mesures par taxation qu'on a pris dans les années 70 sur les carburants, c'est un bon exemple, c'est qu'elles étaient très adaptées à une époque où les inégalités dans la société française étaient moins marquées. Ouais. Et la mesure par le prix, par la taxe, c'est une mesure qui, par définition, marche bien quand il y a un phénomène d'équité sociale et d'égalité raisonnable, parce que tout le monde est à peu près à la même enseigne. À partir du moment où les inégalités se creusent et vont croissant, la taxation, c'est un truc qui favorise les riches parce que eux, ils peuvent se permettre de payer le SUV avec le carburant et ils s'en fichent parce que ça ne représente rien en termes d'argent pour eux. Ouais. Donc, on crée des phénomènes gilets jaunes. Paradoxalement, le rationnement qui garantirait un tout petit peu de carburant à tout le monde pas cher et qui serait surtaxé après pour les riches, donc une notion de progressivité, en fait, permet de garantir des filets de sécurité sociaux beaucoup mieux que juste la taxe unique qui, c'est pas pour rien que les riches demandent toujours de la flat tax, parce que ça les arrange. Avançons. Alors, sur ce point 7, voilà, moi, je suis pas un technophile, loin de là, je suis même plutôt sceptique quand on nous présente des technologies miracles. Néanmoins, il ne faut pas non plus être bêtement technophobe, surtout lorsque la technologie, entre autres le numérique, peut être un appui à la protection de la biodiversité et à d'autres enjeux écologiques. Là, on est en train de dire, lançons un programme d'investissement d'avenir, c'est un instrument qui existe déjà, voilà, qui fonctionne, qui est facile à lancer, sans trop d'administratif, mais vraiment ciblé sur les outils de diagnostic et de surveillance de l'état de la biodiversité, outils high-tech ou low-tech. Un exemple saillant est le LIDAR, dans le domaine de la cartographie de la forêt. On n'est pas en train de délirer, la Suisse a 10-15 ans d'avance sur nous et a déjà cartographié 90% de sa forêt, enfin, en ordre de grandeur. La France se lance dedans à peine. Donc là, on est juste en train de… Enfin, beaucoup de forestiers diront que c'est une révolution dans le monde de la cartographie de la forêt. C'est pas du bullshit. Oui, parce qu'avant, les inventaires forestiers étaient faux et ils prenaient 20 ans à faire. Enfin, c'était un truc, Et donc là, c'est immédiat, quoi. Donc non, c'est une énorme aide pour les gestionnaires forestiers. Là, c'est vraiment… en deux mots, c'est de la télédétection laser. Hein. Donc, on utilise un laser avec un satellite ou un avion ou un véhicule. Il y a plein de lidars qui peuvent marcher sur la forêt, sur l'agriculture, sur les villes.
Le lidar, c'est des mesures laser rapides. Donc, c'est D'accord. très, très, très précis, très discriminant. Et effectivement, on le voit sur la petite photo, on peut mesurer l'état de la forêt presque à l'arbre près, puis identifier précisément les essences, leur âge, leur positionnement, leur évolution sanitaire. Donc, il y a des… Voilà. Et on a mis high-tech, low-tech parce que ça se complète derrière avec la généralisation de petits trucs de low-tech de terrain pour que les acteurs de terrain puissent quand même faire des mesures de biodiversité, signaler des populations ou des parasites et de manière rapide. Et ça, c'est des outils assez simples, mais qu'il faut qu'on déploie en low-tech local, quoi. Donc, tout ça, Voilà. ça doit être un programme national cohérent sur surveiller la biodiversité. Et on n'est pas en train de parler non plus d'agriculture de précision très chère avec des drones, tout ça. De toute façon, c'est une minorité de producteurs, d'exploitants agricoles qui peuvent se le permettre. C'est vraiment des outils pas si chers qui permettent de mieux surveiller l'état écologique des sols. Là, il y a un programme qui est sorti par le GIP Massif Central qui est intéressant, où on donne des outils d'autodiagnostic sur les prairies pour les agriculteurs, pour leur aider par l'observation de la faune à comprendre et à créer des nouveaux itinéraires techniques. Donc ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens, qu'il faut généraliser à l'échelle nationale et qui sont encore assez sous-financées quand même. On en vient justement aux questions de chanvre, de lin, de plantes tactoriales, de caméline, bon, tout un tas de cultures, entre guillemets, d'industrie, donc l'agriculture au service de l'industrie, pour remplacer le pétrole dans la chimie. Bon là, pour aller un petit peu plus loin sur le chanvre, la France en Europe est pionnière. Alors attention, depuis quelques années, tout le monde s'y met, alors que nous, on stagne un petit peu. Donc, notamment en Europe de l'Est, on voit qu'il y a beaucoup de pays qui s'y mettent. Ils voient bien l'intérêt. En fait, On s'y remet, puisque au 19e siècle, en fait, il y avait 176 000 hectares de chanvre cultivés en France. Pour donner un ordre de grandeur, là, aujourd'hui, la surface agricole en France, c'est 28 millions d'hectares. Donc, 176 000 hectares, c'est même pas 1% de ça. Et cette surface-là servait à ce que la France soit autosuffisante sur quand même beaucoup d'applications. Alors certes, les niveaux de consommation n'étaient pas aussi élevés qu'aujourd'hui. Certes, la population était 2 fois inférieure, on était environ 30 millions. Mais quand même, ça servait à tout un tas de choses et ça peut resservir aujourd'hui, où la filière est quand même constituée de 1414 producteurs, plus 140 salariés, donc ça peut déjà vivre à peu près de 2000 personnes. Il y a 6 chanvrières, donc les usines de transformation de tout un tas de parties du chanvre. On n'a plus que 16 000 hectares de culture. C'était descendu à… Enfin, ce n'était que de 700 dans les années 60. Bon, bah voilà, ça faisait concurrence à l'industrie du bois, ça faisait concurrence à l'industrie du textile, ça faisait concurrence à l'industrie de la chimie. Donc, voilà, c'est des fibres. Des campagnes de diabolisation du chanvre en le rapprochant de la drogue, alors que le taux de THC est beaucoup trop bas pour pouvoir être défoncé. Bon, bref, on ne revient pas dessus, mais c'était aussi rapproché de… limite un racisme derrière, disant oui, c'est pour des populations, c'est pour des minorités ethniques droguées, etc. Enfin, c'était cette campagne aux États-Unis qui avait été menée et qui a fait que et de toute façon, les coûts de la pétrochimie, les coûts de la pétrochimie et de la plasturgie dans les années 50-60 ont tellement baissé que toutes ces cultures-là ont décroché des seuils de rentabilité. Mais effectivement, toutes les cultures industrielles, non seulement elles sont intéressantes pour l'industrie, mais elles sont intéressantes pour la biodiversité. C'est de ça dont on parle ce matin. C'est qu'elles s'insèrent dans les rotations. Du coup, elles cassent les cycles de parasites dans les cultures, parce que si on fait que des céréales à la suite, blé, orge, seigle, avoine, à la fin, il y a des maladies communes. Si on met un chanvre et un lin, les parasites, ils sont perdus, ils s'en vont parce qu'ils ont plus fait leur cycle. Donc, diversifier les itinéraires agricoles, c'est bon pour la biodiversité et les sols, c'est protecteur pour l'agriculture et en plus, ça produit des choses qui sont bonnes pour l'industrie. Donc, c'est des cultures à très faible intrant, donc besoin de peu, voire pas de produits phytosanitaires et d'engrais de synthèse pour être cultivés. Comme autre avantage écologique, on peut citer la phytorémédiation, l'épuration de l'eau souterraine. Voilà, on peut peut-être citer aussi les services rendus en termes de rétention d'eau, donc une meilleure résilience des sols face aux sécheresses. Enfin, voilà, moi, je ne suis pas spécialiste de tout non plus, mais en tout cas, le chanvre est quand même assez vastement reconnu comme offrant de nombreux avantages écologiques. Et donc, économique, effectivement, en termes de souveraineté industrielle, c'est pas rien de pouvoir produire sur le sol français des isolants, de pouvoir produire du textile, des plastiques biosourcés, des matériaux de construction, de l'alimentation animale.
hein, donc on importe aussi en grande partie. Tout ça va évidemment de pair aussi avec une adaptation des modes de consommation. Hein. On n'est pas en train de dire ça y est, c'est magique et tout. Tout ça va aussi de pair avec. Alors, je recevais lors du précédent épisode de Plan B Aurélien Delecroix du syndicat du chanvre. Il dit que vraiment ça se joue sur des petits détails réglementaires, par exemple sur le taux de THC autorisé, qui permettent ou pas de cultiver certaines variétés de chanvre qui sont beaucoup plus facilement exploitables dans l'industrie. Enfin, ça se joue vraiment sur des petits détails à certains moments, et là, la problématique est politique, au moins tout autant qu'elle est économique, parce qu'il faut aussi que ces cultures soient rentables et intéressantes pour les producteurs. Mais elles peuvent le devenir si on déverrouille certains verrous réglementaires, où on rentre un peu dans la technique aussi. Bon, il y a le lin aussi. Alors, la France est la première ou deuxième productrice mondiale de lin. Bon, en tout cas, un des principaux producteurs mondiaux de lin, qui également fait travailler des gens, donne une certaine souveraineté économique pour nous habiller, tout simplement. Voilà. La biodiversité est très peu, ou du moins pas assez, enseignée à tous les niveaux, de la primaire jusqu'aux études supérieures. Voilà, il faudrait que ce soit intégré dans les programmes d'école d'ingénieurs. Il faudrait que ce soit beaucoup plus, qu'on ait beaucoup plus le regard centré là-dessus pour tout un tas d'enjeux. On l'a vu, hein, agricoles, industriels, sécuritaires, climatiques, énergétiques qu'on a évoqués. C'est des métiers d'avenir auxquels former les jeunes. Voilà, faire des stages en entreprise sur ces sujets-là, développer à plus grande échelle le woofing, des séjours dans des écolieux ou dans des oasis de biodiversité. Enfin, il y a plein de choses à faire pour, à nouveau, on parle vraiment d'un shift d'ordre culturel en préparant la jeunesse à la préservation de la biodiversité, qui est quand même un sujet assez porteur de sens. Tout à fait. La transition hydrique des territoires. On a reçu il y a quelques épisodes Jean-Emmanuel Gilbert de la société de bureau d'études Aquacé, qui accompagne les industriels et de plus en plus les collectivités territoriales dans leur transition hydrique. Alors, de quoi parle-t-on? On parle d'un modèle en fait qui marche sur la tête. Plus on prélève de l'eau, plus la collectivité donne de l'argent à la société qui prélève de l'eau. Plus on rejette des polluants dans l'eau, plus on donne de l'argent à la société qui gère les stations d'épuration et qui dépollue l'eau. Bon. Donc, il y a le tuyau qui rentre dans le système, on prélève, il y a le tuyau qui sort du système, on dépollue, et entre les deux tuyaux, rien n'est géré. Bon. Non seulement on marche sur la tête en rémunérant le prélèvement, en rémunérant l'inefficience et en rémunérant la pollution, en quelque sorte, non seulement on marche sur la tête, mais en plus, ça ne va pas être possible encore beaucoup plus longtemps, pour des contraintes climatiques qui font que l'eau en quantité va devenir plus précieuse, pour des contraintes biologiques qui sont la préservation de la biodiversité et de la vie des milieux aquatiques, et aussi tout simplement pour des contraintes économiques qui font qu'à un moment, on ne va plus pouvoir construire une station de pompage en plus, une station d'épuration en plus, par des collectivités dont les moyens ne sont, on va dire, pas croissants, et qui de plus vont devoir, là, dans les prochaines décennies, en fait là tout de suite, renouveler des réseaux, des canalisations de plus en plus vétustes, construites il y a 40 à 80 ans, parfois en dépit du bon sens, qui fuitent. Donc tout ça va coûter assez cher. Donc de toute façon, c'est une impasse. Je crois que c'est plus de 20% de l'eau consommée en France qui est consommée sous forme de fuite. Qui fuit, voilà. Donc c'est un chantier énorme qui en va à nouveau de notre sécurité et aussi de la santé des milieux. Alors la transition hydrique va consister à plusieurs choses. Déjà, dans les délégations de services publics des collectivités, fixer des limites sur les prélèvements, voire dire monsieur le délégataire, vous vous débrouillez, les bureaux d'études ont fait des études, vous vous débrouillez pour prélever chaque année 2% de moins et rémunérer et récompenser cette efficience hydrique et cette réduction des prélèvements, plutôt que de rémunérer la croissance des prélèvements. Bon, bref. Ensuite, ça consistait à intervenir entre les deux tuyaux par tout un tas de modes d'action. Le diagnostic des usages de l'eau avec une vision systémique de l'ensemble des usages. Donc il y a la consommation agricole, il y a la consommation industrielle, il y a la consommation des ménages, il y a la consommation de la restauration collective. Tout ça forme un tout. Donc diagnostiquer tout ça, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, comment c'est consommé. Monitorer les consommations et la qualité des eaux,
Et là, les outils numériques peuvent aider à ce travail de diagnostic, de monitoring. Et puis, accompagner les usagers vers une meilleure efficience de l'utilisation de l'eau, donc consommer moins en quantité, et vers la prévention des rejets. Donc, rémunérer et récompenser la prévention des rejets plutôt que le fait de les nettoyer. De toute façon, petit à petit, on n'a plus le choix. Donc, ça veut dire que le monde traditionnel du traitement de l'eau, il va continuer à vivre. Hein. Ça fait vivre plus de 100 000 Français, voilà, le monde du prélèvement, du traitement de l'eau. Mais petit à petit, ce monde-là se transforme vers des métiers d'avenir que sont l'efficience hydrique, donc consommer moins et de manière plus efficace, et la prévention des rejets. Ce sont des modèles qui marchent déjà dans le milieu industriel, où les industriels voient de plus en plus leur intérêt, limite purement économique, à faire moins de rejets, ce qui finalement leur fait faire des économies. Donc ça vaut le coup d'investir dans la réduction des rejets, parce qu'en face, on fait des économies sur le traitement. Et bien là, c'est un peu la même chose, que les collectivités investissent dans l'efficience hydrique et la prévention des rejets, et en face, ça fera moins de stations de pompage, moins de stations d'épuration. Tout ça est encore beaucoup à créer, et un territoire comme Limoges Métropole, là qu'on voit en bas à droite, fait partie, on va dire, des pionniers qui lancent leur transition hydrique. Les modèles économiques, les modèles financiers sont encore à imaginer, mais on voit quand même la logique derrière, et puis de toute façon, à nouveau, il n'y a plus le choix. Avant-dernièrement, préserver la biodiversité chez les autres, de même que le carbone, donc nos émissions de CO2, sont à moitié vers l'extérieur, donc les centrales à charbon en Chine qui fournissent l'électricité nécessaire aux usines chinoises qui fabriquent nos habits, la déforestation qu'on provoque au Brésil ou en Indonésie. Donc voilà, si on passe d'une logique d'émissions de carbone domestique, donc purement sur le sol français, aux émissions de carbone liées à tout ce qu'on consomme, notre empreinte carbone double. Donc ça fait écho aux travaux de la climatologue Corinne Lequéré sur le sujet, c'est assez bien documenté. Pour la biodiversité, c'est un peu plus dur à chiffrer parce qu'il n'y a pas un indicateur unique, mais on doit être à peu près dans les mêmes idées, c'est-à-dire une grosse part de l'empreinte biodiversité française, rien que par la déforestation provoquée ailleurs, provient de ce qu'on importe et on va dire des failles des traités internationaux de commerce international qui ne tiennent pas compte. Et en tout cas, même si on ne sait pas mesurer l'impact en termes de perte d'espèces, ce qu'on sait regarder en termes de droit, c'est est-ce que ce qu'on importe est issu de processus qui sont protégés de la même façon que chez nous. Et ça, on sait mesurer. Est-ce que les forêts sont protégées comme en France? Est-ce que les procédés agricoles répondent aux normes françaises? Et ça, la comparaison de la normalisation, on sait faire. Et c'est un des gros enjeux, effectivement, des traités internationaux, de systématiquement essayer de tirer sur le bas en disant oui, mais vous savez, les pays en voie de développement, ils peuvent pas aller aussi loin que vous dans les normes, donc reniez sur vos normes. Mais à la fin, on consent à importer des choses qu'on ne s'autoriserait pas à faire chez nous. Typiquement sur la pêche, on met en place des protections sur les aires marines et on achète quand même des produits ou des sous-produits de pêche qui sont issus de méthodes qui sont tout sauf durables et qui sont pas au niveau de ce qu'on met en place chez nous. Donc là, c'est une proposition pour dire soyons cohérents. Si on met la barre là chez nous pour protéger la biodiversité, il ne faut pas qu'on accepte de piller le reste de la planète pour être bien chez nous sous une cloche, quoi. Ouais. Alors, cette dernière proposition, il y a une entrée possible par les espèces et une entrée possible par les milieux. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. C'est évident que pour protéger, que sais-je, le tigre, il faut protéger l'habitat du tigre. Une idée serait, il y a une liste rouge des espèces en danger. Elles n'ont pas toutes un statut de protection. Donc, on pourrait simplement allonger la liste des espèces à statut protégé. Là, Stéphane, tu parles quand même aussi d'autre chose, qui est finalement protéger les milieux, pas les espèces. Alors, c'est pas pour opposer les deux, mais quelle est ta logique derrière ça? Moi, ce que je vois dans la protection de l'environnement et de la biodiversité, c'est qu'on a une approche historiquement fondée qui est une approche patrimoniale, où on identifie des espèces clés de voûte ou des espèces emblématiques. Alors en France, il y a la cigogne noire, il y a le grand tétras, il y a des choses comme ça il y a le lynx, où effectivement, on se dit, OK, il faut protéger cette espèce-là. Alors, il y a des justifications parfois. C'est pas juste pour se faire plaisir, c'est parce qu'on a identifié le fait que certaines espèces ont des rôles clés de voûte, c'est-à-dire qu'elles sont très importantes en tant que pivot et qu'on pense que si elles disparaissent de l'écosystème, il y a beaucoup de choses qui vont s'effondrer. Donc, il ne s'agit pas de dire on abandonne cette méthode de protection par espèce clé de voûte, mais il s'agit d'admettre là encore, comme pour les forêts, que la dynamique du changement climatique
Donc, il faut rappeler que même si on faisait plus rien, là, pendant 30 ans, le climat continuerait de se réchauffer. C'est-à-dire que, quoi qu'on fasse, le jour où les émissions de carbone vont se stabiliser, il y aura encore 30 ans avant que les choses s'améliorent. Donc, c'est là, ça va peser sur les milieux, sur les dynamiques des milieux, et une approche patrimoniale trop centrée sur les espèces et qui ignore les dynamiques des milieux, c'est une approche qui ne marche pas. L'exemple que je donne tout le temps, moi, c'est sur l'ours blanc et l'ours Kodiak. Ça peut paraître très anecdotique, mais c'est illustratif d'un état d'esprit. En ce moment, avec le réchauffement très rapide dans le pôle Nord, qui est la zone qui se réchauffe le plus vite, les ours blancs descendent parce qu'ils sont chassés des zones de banquise qui disparaissent. Les ours Kodiak, qui sont des ours du sud de l'Alaska, remontent parce que le climat se réchauffe et les populations se rencontrent. Et puis, c'est des ours et la nature étant ainsi faite chez les mammifères, il y a des accouplements, il y a des bébés hybrides, ours blanc, ours Kodiak. Et il y a des programmes de conservation en Amérique du Nord qui disent non, on a des programmes de conservation sur le Kodiak et sur l'ours blanc, il faut des populations qui soient pures. Et donc, on essaye de séparer, de chasser les hybrides, de les stériliser, de voir comment on peut faire des séparations de populations. Et cette approche-là, qui est cette approche patrimoniale sur les espèces, c'est une approche qui, d'abord, n'a pas de sens en termes de dynamique du vivant. C'est ce que je disais au début, on est dans une biosphère et tout est interdépendant. Et par ailleurs, elle est peut-être même contre-productive. Parce que sur le long terme, face au changement climatique, si on veut absolument mettre des barrières pour protéger chaque espèce, on empêchera le vivant d'avoir une dynamique d'adaptation. Et peut-être qu'à la fin, en 2100, si on maintient nos méthodes, il n'y aura plus ni d'ours Kodiak ni d'ours blanc. Et peut-être que si on les laisse s'hybrider, en 2100, il y aura un ours nord-américain qui sera descendant des Kodiak et des ours blancs, et au moins il y aura un ours, quoi. Et donc, il faut accepter qu'en fait, la protection de la biodiversité, c'est un combat où on va perdre beaucoup de batailles. Il faut pas vouloir à tout prix sanctuariser les espèces qu'on a et les milieux qu'on a maintenant, parce qu'on va perdre. Parce que le climat change tellement vite qu'on ne pourra pas sanctuariser ces milieux et ces espèces-là. Et tout miser sur la préservation de la cigogne noire, c'est peut-être un combat perdant. Ou tout miser sur les hêtraies de montagne, parce qu'on trouve que la hêtraie de montagne française, elle est chouette. Quand il y a des documentaires qui disent les forêts françaises, il faut les mettre sous cloche, plus les toucher, le hêtre en France, il risque de pas passer le 21e siècle. Mais en Sicile, il y a des hêtraies, il y a des hêtres en Sicile qui, depuis longtemps, supportent des chocs climatiques beaucoup plus forts que les nôtres. Donc peut-être que ça vaut le coup d'aller prendre des hêtres siciliens si on veut garder des hêtres en France, et puis de se dire peut-être que l'avenir du hêtre français, il est sicilien. Comme au début du XXe siècle, on s'est dit l'avenir de la vigne française face au phylloxéra, c'est la greffe. Il n'y a plus une seule vigne française pratiquement qui est originaire de France. Elles ont toutes été greffées sur des pieds nord-américains. Et on a quand même de la vigne en France. Sur un sujet et on a préservé. Sur un sujet que tu connais bien pour y avoir travaillé dessus, il y a aussi la problématique des aires protégées, avec alors pas mal de niveaux différents. Si je comprends bien, ce sont les parcs nationaux qui ont le statut de protection le plus élevé. Et en dessous, il va y avoir, en France, oui, pardon, en France. Donc là, c'est vraiment le statut le plus abouti, où ça ne rend pas touche. À un degré bien moindre, il y a des parcs régionaux ou alors des sites Ramsar pour, on va dire, des zones humides qui sont à préserver et à protéger, mais qui ont un statut de protection bien moindre. Je ne sais même pas si sur un site Ramsar, on n'aurait pas le droit d'artificialiser, par exemple. J'en suis pas sûr. Je suis pas. Non, enfin, c'est quand même. La convention de Ramsar est quand même assez protectrice, mais globalement, effectivement. Alors après, même dans les parcs nationaux, il y a des zones cœur de parc, il y a ce qu'on appelle des réserves biologiques intégrales. Enfin, il y a tout un maquis de millefeuilles de protection de zonage avec deux approches. L'approche globalement parc national, qui est une approche de mise sous cloche, qui est pertinente pour certains sites remarquables, mais sur le long terme, effectivement, la mise sous cloche, c'est une approche qui tend à dire, dès qu'une espèce arrive et qu'elle n'était pas là au début, on va essayer de la virer. Pour préserver les caractéristiques de l'écosystème stable. Mais ça, ce qu'on voit, c'est que l'écosystème, il est dynamique et qu'au XXIe siècle, on ne pourra pas mettre une cloche de verre sur nos parcs nationaux. L'approche des parcs naturels régionaux, ça apparaît beaucoup moins protecteur sur le papier parce que dans un parc naturel régional, il n'y a pas de spécificité réglementaire sur l'environnement. Tout est négocié entre les parties prenantes. Mais justement, comme tout est négocié dans les parties prenantes, pour avoir participé à la vie du parc naturel régional du Morvan et siégé à son comité syndical, tout n'est pas parfait, il y a des tas de choses qui marchent pas parce qu'effectivement, comme tout est négociable, c'est open bar et que du coup, les acteurs économiques font des fois ce qu'ils veulent. N'empêche que c'est aussi des processus qui sont plus sociaux, plus adaptatifs et qui permettent, s'il y a quand même des contraintes réglementaires qu'on arrive à mettre en place, de se dire comment est-ce que la société rurale, l'innovation, la protection de l'environnement, tout ça se concilie et comment est-ce qu'on peut évoluer ensemble avec notre biotope en préservant cette dynamique du milieu. Donc oui, il faut sans doute plus d'aires protégées,
mais en se disant que la protection stricte par mise sous cloche, ça servira pas, qu'il vaut mieux aller vers des modèles de protection des zones avec les populations humaines pour continuer, encore une fois, dans les systèmes français qui sont des écosystèmes anthropiques, à avoir la vie de l'homme dans cet écosystème pour qu'il s'adapte ensemble au XXIe siècle. Et pas juste une mise sous cloche, comme on peut le faire dans certains pays où il y a effectivement des zones qui sont depuis très longtemps sans habitants, où pour le coup, ça vaut le coup des fois de mettre une cloche dessus, mais en France, c'est pas forcément très pertinent. Eh bien, voilà tout un programme. Mais merci Stéphane aussi d'avoir travaillé avec moi pour l'étoffer, l'enrichir, le préciser, le corriger par endroits. Et puis à nouveau, c'est encore ouvert aux commentaires des autres. Oui, on n'a pas la science infuse sur ce sujet. Non, bien sûr, non, mais on est modeste citoyen qui s'intéresse et qui essaie de synthétiser les bonnes idées en espérant qu'on n'ait pas fait trop d'erreurs. Bon, on avance avec modestie et avec passion. On a oublié quand même 3 préalables à toutes ces propositions. Alors, il y en a une qu'on a touché du doigt, renégocier ou partir, quitter les traités qui rendent ces propositions impossibles à mettre en œuvre, instaurer un bouclier social et écologique sur le territoire à l'import comme à l'export, et puis finalement décarboner vite l'économie et le système énergétique, sinon tout ce qu'on vient de dire ne sert à rien. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on a dites, si on prend l'exemple des océans, qui protégeraient davantage la vie dans les océans, donc réduire la surpêche. Certaines choses qu'on a évoquées sur la transition agricole feraient qu'avec de moindres effluents agricoles, on réduirait l'eutrophisation de l'eau et la destruction de la vie marine qu'elle provoque. Cela étant, si on ne réduit pas à échelle mondiale nos émissions de CO2, on aura beau faire tout ce qu'on veut, si les océans s'acidifient et si les océans se réchauffent, les coraux commencent à blanchir et à mourir avec des conséquences qu'on peut imaginer sur toute la vie marine que ça abrite. Entre autres calamités qui pourraient peser sur les océans. Les feux de forêt, tout ce dont on témoigne, tout ce dont on a témoigné l'an dernier en Australie, en Californie, en Sibérie, c'est un petit apéritif. Les sols agricoles se verraient dévastés par le réchauffement climatique. L'adaptation des espèces, bon là on voit des espèces de montagne qui vont vers le haut, c'est pour illustrer que l'adaptation des espèces de montagne, elles peuvent remonter pour s'adapter à la hausse des températures, mais il y a aussi une limite à ça. Tout ça pour dire que dans un monde à plus 3, à plus 4 degrés, on ne peut absolument pas garantir que tout ce qu'on vient de dire serve à quoi que ce soit. Donc évidemment, parfois j'ai un peu tendance à opposer biodiversité et climat, mais c'est complètement idiot. Opposer au sens, la biodiversité, c'est un peu plus des problématiques locales et puis on est récompensé assez rapidement, on a intérêt à s'y lancer unilatéralement, mais évidemment que c'est indissociable du combat climatique à échelle mondiale. Peut-être pour conclure, Stéphane, parce qu'il est 11h et on doit tous les deux filer, mais merci encore pour vraiment ton aide, et je ne sais pas si tu as des mots de conclusion. Non, je pense qu'on a plutôt bien fait le tour, et effectivement, je crois qu'on se heurte et effectivement les 3 dernières remarques sur le bouclier social, sur la sortie des traités et la décarbonation sont importantes. On se heurte là à un mur sociétal fort et on a mis en place des dynamiques il y a 70 ans après la Seconde Guerre mondiale qui sont très puissantes. Malheureusement, ces dynamiques-là, il y a un moment, il faut appuyer un coup sur le frein pour en sortir et en créer d'autres. Et c'est pas la fin de la civilisation humaine, c'est juste la fin d'un certain modèle extractiviste basé sur les énergies fossiles. Il y a un moment, effectivement, il faut dire stop. Et donc, dire stop, ça suppose de passer par l'arrêt de certains mécanismes et de certains fonctionnements, comme effectivement la mondialisation qui était présentée comme une formidable opportunité de développement et de croissance et de sortie de la pauvreté, c'est vrai. Mais globalement, on est en train de se chauffer en brûlant les meubles. Et puis bientôt, on va se chauffer en brûlant la charpente de la maison. Donc effectivement, on peut avoir chaud. À un moment, on va commencer à avoir froid l'hiver. Donc il y a un moment, il faut arrêter de faire du feu. Et puis il faut se dire, OK, comment on peut quand même essayer de préserver la maison et les meubles qui nous restent? Parce que là, on est en train de tout cramer. Et la biodiversité, encore une fois, c'est la tour en bois. On enlève des morceaux. Il y a un moment, elle va se casser la gueule pour de bon et nous avec. Merci beaucoup Stéphane. À vous Merci, auditeurs, réagissez, écrivez-nous, et puis c'est un sujet dont on reparlera, ça a vocation à animer les débats, alors, en toute modestie, à l'approche des présidentielles. Enfin, je
je pense, passer sur CNews, mais au moins dans Nous ne sommes pas candidats. Nous ne sommes pas candidats à rien, mais que voilà, essayer à petite échelle dans la petite communauté que nous animons, que ces sujets-là, ces idées-là circulent et qu'on essaie de les améliorer. Faites des retours, envoyez-nous des propositions, envoyez-nous des études, critiquez ce qu'on a dit, dites-nous que c'est des bêtises, dites-nous des choses, voilà, qu'on puisse progresser aussi sur ces sujets. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Salut.